Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur The Upset Media, la chaîne préférée de Xavi Pasquale. C'est bien le seul endroit où vous pourrez la voir. Notre deuxième saison a débuté par un Eurobasket de haute volée, comme celle prise par l'équipe de France contre l'Espagne. On le répète depuis le tiers 3, ça fait toujours aussi mal. La Betclic League vient tout juste de reprendre, mais le mois d'octobre approche avec son cortège de compétitions européennes. Au menu aujourd'hui, la présentation de la plus renommée d'entre toutes, l'Euroleague. Mieux que 30 prévus en 30 jours, plus beurré que le 4 quarts, on vous présente les 3 tiers. Vamos! Chaud. Bonjour à tous. Spécial dédicace oblige à notre sponsor du jour. J'ai nommé Gazprom, qui a sponsorisé non seulement, non pas non seulement, qui a sponsorisé toutes les équipes de ce tiers numéro 1 que je vais avoir l'immense plaisir de présenter aujourd'hui avec Lucas. On va être en roue libre. Mon Lucas, comment ça va? Ça va, Damien, ça va bien. Et toi, ouais, c'est vrai que Gazprom, c'est un peu le nouveau Flunch, tu vois. Il n'y a pas plus grand buffet à volonté. On se régale. Et puis, ben, je vois qu'on est en tenue tous les deux, hein, on continue les maillots. Donc, moi, je risque de faire mal à quelques amis français, mais un petit Sergio Llull. Et toi, ton très beau maillot de Monaco, que j'apprécie C'est énormément. ça. Le maillot Joker, surtout qu'on va pouvoir parler de Monaco, ça va peut-être pas être le même dessin que la saison passée, on aura l'occasion d'en parler. Donc ouais, je disais aujourd'hui, 6 équipes qui ont profité de la sortie des clubs russes, entre autres, de la compétition, qui ont pu faire leur petit marché. On a aujourd'hui au programme l'Anadolu, le champion en titre, le Real, le Barça, l'Olympia Milano, Monaco et le Fenerbahçe, qui a été, ces deux derniers clubs ont été pas mal dans la balance quand il s'agit de faire nos tiers. Euh, Avant de commencer, ça a de la gueule comme premier tiers de la compète. Ouais, vraiment, on est sur un gratin, là, bien gratiné, justement. Il y a de quoi, il y a de quoi se faire énormément plaisir. Et bon, moi, évidemment, étant fan de NBA, je vois des effectifs. Là, j'aimerais bien les voir aller taper quelques équipes NBA ou avoir un peu, tu sais, les matchs d'exhibition comme on avait eu le fameux Oklahoma Real Madrid. Là, il y a des effectifs, ça ne rigole plus du tout. Non, d'ailleurs, dédicace aux Suns qui viennent se faire taper en match d'exhibition par un club australien là, d'NBL. Attends, c'était Ouais, quoi? J'ai vu ça. je vais te Ah, c'est pas ressortir, arrivé depuis le Fenerbahçe. je vais te ressortir ça. C'est où, c'est où, c'est où? NBA. Ouais, le temps que tu trouves, c'est clair que là, les effectifs ont de la gueule, donc bien renforcés pendant l'intersaison. C'est d'ailleurs une des raisons peut-être qui a poussé dans les discussions qu'on a eues l'Olympiakos en dehors de ce groupe-là. Parce que si on a des clubs qui ont carrément reconstruit, on va le voir avec le Fenerbahçe entre autres, l'Olympiakos, ça n'a pas trop bougé et on a vu des joueurs clés partir comme Tyler Dorsey, remplacé par Canaan. C'est pas tout à fait le même profil, c'est pas la même versatilité, mais là on est sur un groupe qui est ultra compact. Mhm. Du coup, ouais, c'était les Adelaide 36ers qui ont tapé Phoenix 134, 124. Voilà. La petite news. Donc on est parti. Est-ce qu'on va pas commencer justement par le Fenerbahçe? Donc l'année dernière, le Fenerbahçe fait 12e à l'offensive rating, 5e au defensive rating, avec un beau petit jeu collectif classé 1 et 2e sur le pourcentage de passes décisives. Euh, on a un club, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'est énormément reconstruit. C'est peut-être ce qui va faire la différence de cet effectif-là avec tous les autres contenders pour le titre. Euh, alors, on a Scotty Wilbekin qui est arrivé, Carson Edwards qui est arrivé, Dashon Pierre, il est toujours sous contrat. On a Nemanja Bjelica qui est là, Tony Jekiri, Nick Motley. Calates, Mhm. Motley, Nigel Hayes qui est là aussi. Ça a prolongé du Mahmoud, ça a prolongé du Akpinar, je crois. Il y a Pien Rairi qui est toujours sur contrat. Qui d'autre on a oublié? Globalement, au niveau de l'effectif, c'est toujours là. Devin Booker, c'est là. Goodrich, c'est là. Seamus Hazer, c'est là aussi. Et on oublie la pièce peut-être principale, c'est l'intégralité du staff, du coaching staff avec Dimitris Itoudis. Elle est là, la plus Euh, belle.
plus belle signature pour le Fener, elle est là, elle est vraiment ici. J'allais te lancer. Vas-y, balance-toi. Est-ce que c'est pas la meilleure recrue pour le Fener? Bah, moi, ayant évidemment suivi le CSK de manière très assidue sur les 3 4 dernières années, et très fan de ce que propose Itoudis, quand tu le vois signer dans une institution telle que Fenerbahçe, après un peu cette année, qu'on pourrait un peu considérer de jachère, je trouve. Il y a eu un projet un peu avorté, mais au final, quand tu vois la transition lancée, enfin, la signature d'Itoudis, tu te dis, ouais, bah, il y a quand même, il y a quand même une belle lueur d'espoir pour un club qui suscitait beaucoup d'interrogations. T'as cité à peu près toutes les recrues importantes. J'aime beaucoup l'effectif qu'ils ont construit pour Itoudis, où en fait, justement, sur le papier, ça peut te paraître un peu pas léger, loin de là, parce qu'on a quand même des noms bien référencés, et des mecs capables de produire de manière très régulière et avec une grande efficacité, mais vraiment dans l'ombre, dans la discrétion. On n'est pas sur du Real Madrid, on n'est pas sur du Barcelone avec des noms 5 étoiles qui sont clingants. Mais ouais, vraiment, je trouve qu'il y a de très bonnes choses intéressantes. On a eu déjà, je crois, un bon match de Nigel Hayes-Davis, je crois qu'il a joué hier ou avant-hier, qui nous a posé un petit plus de 20 points. Donc voilà, très intéressant. Mais ouais, il faut souligner de toute façon que la meilleure arrivée reste euh, sur le banc. C'est clair. Euh, et puis, il a eu la chance de vraiment avoir un peu les mains libres, d'autant plus que excite Nando De Colo, excite Yann Vezeli, entre autres, Mm. pour ne parler que d'eux. Euh, c'est vraiment l'intégralité de l'effectif qu'il a pu construire. Il a pu avoir un peu plus les mains, malgré sa présence sur la compétition européenne avec la Grèce, euh, les mains dans le cambouis pour remonter tout ça. Euh, et c'est une équipe qui, en plus, a pas trop mal perfé pendant les matchs amicaux, là. Scotty Wilbekin, il a 17 points de moyenne. Qui j'ai vu Motley, pareil, il a 17 et 5, je crois, un truc comme ça. On a qui d'autre aussi que j'ai vu perfé? Ça doit être Edwards, qui doit être pareil à son petit Là, il a eu un 15-5. match un peu compliqué, je crois, il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Il est passé un peu au travers, mais bon, on va en discuter. Je pense qu'il va falloir un peu de temps pour qu'il s'ajuste sur le jeu européen. Ouais, Parce que pour moi, c'est la plus grosse inquiétude. Et c'est valable quand tu crées un club de toutes pièces, un effectif de toutes pièces. C'est vraiment ça. J'imagine facilement que ça va être compliqué pour eux en début de saison, malgré Nick Calathes à la main qui devrait se régaler cette année beaucoup plus qu'au Real Madrid. On va le retrouver sourire tout au long de ces matchs À de Barcelone, saison. tu veux dire. Oui, pardon, à Barcelone. Euh, on va retrouver un Nick Calates avec les crocs, je pense. Il a un paquet de shooters à côté de lui et ça va être plutôt pas mal à voir jouer au niveau de l'effectif. Ils ont gardé Devin Booker qui va être bien à l'intérieur. Jonathan Motley, ça va être super cool à suivre au niveau de l'effectif. Euh, et moi, j'aimerais qu'on aborde Nemanja Bjelica qui arrive en champion NBA avec Golden State. Alors, ça va être un des plus âgés de l'effectif. Il doit avoir 34 ou 34. 35. 34, ouais. Comment tu vois son retour en Europe? Bah, je vais... c'est toujours un peu compliqué de revoir un ancien qui a dominé une bonne partie en Europe, qui a été sur un standing un peu plus léger en NBA, revenir en Europe à cet âge-là. Moi, je t'avoue que je sais pas trop quoi en attendre. Je pense qu'il y aura certainement de l'expérience dans le vestiaire et on peut on peut espérer de lui peut-être des petits coups de chaud où ça peut créer la différence, où l'équipe en a besoin, un match, un soir où ils sont un peu dans le mou et puis voilà, deux, trois ficelles de loin, un coup de gueule, tu rentres un peu dans quelqu'un. Je pense que c'est ce qu'il faut attendre de Bielsa. Moi, je n'en attendrai pas plus parce que je le trouve déjà bien épuisé par la vie, on va dire. Et voilà, il me semble, ouais, c'est le plus vieux de l'effectif. Donc, à voir vraiment combien de temps Itoudis va lui donner, parce qu'au final, il est sur le même poste, par exemple, que Motley, qui est une bête athlétique et qui a, excusez-moi l'expression, mais uriné sur l'Eurocup l'année dernière. Donc, c'est le joueur que j'attends un peu de voir vraiment s'il est capable de faire le pas en avant. Euh, j'ai hâte de voir. Et du coup, ouais, sur ce poste 4 je pense qu'il peut apporter un peu de quelques minutes vraiment utiles. Tu as aussi Ace Davis qui peut être décalé en 4. Donc, à voir vraiment.
s'il tient, et est-ce qu'il va être là juste pour 10 minutes, 15 minutes, ça va être la grande question, je pense. Ouais, je pense que c'est pas mal d'avoir ce cadre, ce vétéran Nick Calates à la main et d'avoir un peu l'équivalent pour le secteur intérieur. Parce qu'il y a plein de, il y a du beau monde quand même. T'as Jikiri qui est là, David Booker, on l'a dit, Ouais. Nigel Hayes, Jonathan Motley, ça fait du monde quand même. Euh, on ne sait pas après comment ils vont jouer, mais tu as Dashon Pierre qui est là aussi. Dashon Pierre, ça fait du monde à l'intérieur à voir. Après, on sait qu'ils te disent il aura les clés pour mettre tout le monde dans le bon sens. Ça peut être très, très, très sexy. Euh, qu'est- Qu'est-ce qui, pour toi, peut faire la différence? Alors, exception faite évidemment au fait que ça clique. Qu'est-ce qu'il faudra au Fenerbahçe pour être un contender sérieux cette année? Une vraie entente sur le backcourt, une véritable implication et un- j'ai envie de voir Carson Edwards, évidemment briller comme tous les Ricains qui cartonnent en Euroleague, mais je veux le voir impliqué et studieux en fait. C'est ça que j'ai envie. Parce que depuis son passage NCAA, ses débuts en NBA, on sait que le gamin est capable de planter 45 points avec un 7 sur 11 à 3 points et la totalité des tirs à 3 points ont été pris depuis le logo. Donc ça, c'est une facture de base. Mais j'ai vraiment envie de le voir comprendre le jeu européen, comprendre ce basket FIBA. Et je pense que elle est là la véritable clé d'avoir Will Bucking qui offre déjà une certaine assurance, mais d'avoir en plus de Motley, s'il arrive à tenir le standard de l'année dernière, Carson Edwards qui puisse produire, pourquoi pas même devenir l'atout offensif numéro un. Et si tu te permets d'avoir Will Bucking en deuxième option offensive aux côtés de Motley et des mecs qui sont déjà référencés, comme on a dit justement depuis le début, Calates, Ace Davis qui a fait un bon passage à Barcelone l'année dernière, Jekiri qui est dans la raquette, qui fera son rôle de tonton à prendre 8-9 rebonds par match. Il y a vraiment il y a un sentiment de sérénité un peu, parce qu'aussi tu as Itoudis, parce que tu dis le mec va tenir son roster et je pense qu'au moindre souci, il est cérébral, il n'aura pas de souci à dire ah ouais bah toi t'as fait de la merde hier, t'as fait ton 2 sur 16 et 8 pertes de balles, tu ne poses pas un pied sur le parquet et puis je pense qu'il y a vraiment du bon à faire. On a quand même un effectif on a des joueurs qui sont un peu, qu'on peut considérer à leur apogée dans le jeu, 27, 28 ans, et on a des mecs bien référencés qui connaissent cette compétition fermée. Et honnêtement, moi je t'avoue que quand on en a discuté un peu en off, je pense que j'aurais mis quand même l'Olympiakos devant. Parce que Itoudis c'est un vrai génie, donc je concède que le Fener prenne cette place dans ce premier tiers. Mais je pense qu'il y a du beau monde. S'ils sont sixième, très bien. S'ils sont huit, neuvième, ça m'étonnerait pas non plus si au cas où ça ne clique pas ou il y a quelques pépins sur le parcours, quoi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Hmm. Ouais, encore une fois, c'est dans un mouchoir de poche. L'Olympiakos, le Vraiment. Fenerbahçe, l'un au-dessus de l'autre, peu importe lequel, ça nous ira au final parce que on a d'un côté un effectif qui s'est stabilisé. L'Olympiakos, on en revient, mais ils ont signé Peters qui va assurer au niveau du poste 4 en compagnie de comment Vezenkov. Moussoukral? Ah, Vezenkov, évidemment. Ça va faire sur certaines séquences un jeu small ball avec Vezenkov quasiment en 3. Ça peut être superbe à voir jouer, mais c'est stable, c'est costaud. Il y a la petite question Canane, mais là, on a un effectif qui, sur le papier, vaut autant, mais il va falloir qu'Itoudis fasse parler la magie pour que ça clique. Qu'on ait un petit début difficile, mais qu'arriver à la mi-saison, gentiment, février, ça soit en rythme pour filer vers le Final Four. Parce que globalement, là, des 6 équipes, on a 6 équipes qui peuvent prétendre logiquement au Final Four. Et ça va être là, tout dans les mains d'Itoudis pour le coup. C'est peut-être là son plus beau challenge. J'aurais bien aimé revoir Nando De Colo et Itoudis en duo tactique, technique. Ça aurait été très intéressant à voir. Je pense qu'il a pas à se plaindre de Calates pour ce coup-là. Mais ouais, ça peut Sur le être un côté véritable. défense.
on parlait justement de ce renouveau au Fenerbahçe, ça peut être aussi à double tranchant parce que s'il se foire, on sait que la fanbase est exigeante, donc à voir où est-ce que ça peut le mener, hein. Ouais, le Fener, c'est la plus grosse fanbase, non? Ils sont à plus d'1 million Ouais, je crois que c'est sur les réseaux. le compte anglais qui a plus d'1 million Ok. de followers. Ouais, juste on fera une petite dédicace à notre ami Olivier parce qu'on a un chouchou en commun, c'est Seamus Hazer, Ah, j'aime beaucoup si je aussi. si je me trompe pas, C'est bien. euh, Avec des qui a bonnes mimines. grandi. Ouais, c'est clair qu'il a grandi à côté de Nando. Là, il va avoir Calates. Tu peux pas mieux espérer comme mentor pour un jeune. Euh, et puis derrière, voilà, il y a Scotty, il y a Carson Edwards. Ça va être cool pour lui de jouer cette année, de venir grappiller les minutes. Et justement, comme tu disais, il te dit qu'il n'aura pas de problème à bencher Will Buckin parce qu'il sera à 5 sur 27 sur le match précédent. Et je pense qu'il y a du temps de jeu pour lui. Euh, J'espère, moi, secrètement, Pierre Henry, que j'ai beaucoup aimé l'année dernière, joueur de l'ombre, mais qui a su, au moment où on a eu les blessés, là, les ailiers dans le dos étaient blessés, il a su être vraiment l'homme à tout faire, offensivement, défensivement, sur les passes décisives, sur les interceptions, sur les paniers avec des gros tirs primés. Moi, c'est mon petit chouchou caché, on va dire. J'ai pas honte, mais j'en parle pas trop. Je suis Pierre-Henry, d'accord. j'espère le revoir au même niveau qu'à ce moment-là et justement d'être une pierre angulaire sur cette saison avec le Fener. Je serais pas surpris d'avoir des moments où ils tout disent privilégier énormément Heiser et par exemple Goodrich, qui peuvent être vraiment, qui peuvent coller à l'identité de Pitbull, vraiment avec cette image de salive, de rage hors de la bouche et vraiment à se jeter sur tous les ballons. Et oui, évidemment, bon, Will Bucking, quand tu penses à ce qui tout dit ça fait avec Mike James au CSK, je pense qu'on voit déjà le dossier très vite se pointer, même si j'estime que Will Bucking a peut-être une éthique un peu plus propre, disons. Ça sera sûrement plus simple à gérer. Ça sera sûrement plus Caractériel, simple à sur gérer. le plan caractériel, je pense qu'il y a pas photo. Et d'ailleurs, petite dédicace, on a sorti la vidéo. Will Buckin était à la fac avec notre ami Willy Guégueté. Donc, ils sont restés assez proches a priori. Donc, ça fait petit lien pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo d'interview de Willy Guégueté au CSP. Mhm. Avec Romain, foncez voir, foncez voir. On enchaîne. Ouais, avec plaisir. On part où là? Monaco, on était en France avec le CSP, qui n'est pas à Allez. la fête. Monaco est un peu plus à la fête en ce début de saison. Et voilà, moi j'ai le maillot, on l'avait dit en fin de saison dernière, maillot de Joker, parce que là, Monaco a fait une superbe saison. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Un recrutement de dernière minute, dont on a déjà beaucoup parlé. Ça accroche les playoffs et la série contre l'Olympiakos est dantesque. Elle était incroyable. C'est la plus belle série, je pense, des playoffs Mémorable, il y a tout. il y a tout T'as eu. Des paniers difficiles, des paniers au buzzer, des moments, des fins de match vraiment haletantes et jusqu'à la fin du troisième quart sur le dernier match, ça se joue à rien. Ouais, parce que Euh, vraiment, t'as Monaco qui est en difficulté et tu te dis que ça se joue vraiment à pas grand-chose, quoi. non, c'est clair. Offensive rating, ils sont premiers de la saison. Pas des playoffs, mais de la saison. 13e au defensive rating. Monaco a fait aussi pas mal de chantiers au niveau de leur effectif. Donc Mike James La est toujours pioche là. à la. Ouais, Dontaul est resté. Alpha Diallo aussi, ça a été re-signé tout ça. Yacouba Ouattara re-signé aussi pour une saison et Moté Younas aussi. Donc c'est le cœur de l'équipe de l'année dernière qui est resté. Et à Mhm. ça ont été ajoutés Jordan Lloyd, John Brown 3. Trois. C'était la dédicace. Blossom Game qui est là pour 1 an et une option. Et ensuite, ça a recruté français avec Strazel, Okobo, Moerman euh, Makundu. et Makundu, pardon. Je l'ai oublié. Alors, on remarquera que l'effectif est à 12 de mémoire. Ouais, c'est ça. On est sur un petit effectif, donc on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. L'année dernière, quand on a sorti la preview, 2 heures après, c'était obsolète. Tout le monde avait signé à Monaco. Euh, donc compliqué. Là, on est sur un effectif qui est là depuis quelques semaines maintenant. C'est franchement super sexy.
Ça a été hyper intelligent dans le recrutement. Moi, ma plus grosse inquiétude avant que tu te lances sur Monaco, c'est que l'année dernière, il n'y avait rien d'attendu. En particulier, eux cherchaient la présence en playoff pour conserver la place Euroleague. Sauf que là maintenant, est-ce que Monaco, c'est pas Final Four oblige, presque, ou en tout cas un spot de playoff qui va être validé très très vite. C'est peut-être l'équipe qui a le plus privilégié et souffert en même temps des départs des clubs russes, parce que Monaco s'est retrouvé propulsé. Je crois qu'ils finissent cinquième, je sais plus à quelle place ils finissent l'année dernière. Et on les avait à la bataille avec Kazan, par exemple, où ils devaient finir devant eux pour rester, pour valider leur ticket. Kazan, au revoir. Du coup, tout est le champ libre est complètement ouvert. Tu fais une superbe partie de playoff et du coup, tu laisses sur un sentiment de ah ouais, mais attends, Monaco, le petit poussé, là, il va fort, hein. Il cogne très très fort. Je suis ravi de leur intersaison, même si je suis persuadé qu'ils vont encore rajouter du monde parce que voilà, comme tu as dit, l'effectif est encore un peu short. Dwayne Bacon est parti, il est en train d'essayer de gagner sa place dans l'effectif des Lakers, donc à voir ce qui peut se passer pour lui. Je pense que avec la situation, la chance qu'à Monaco sur le plan fiscal et budgétaire, il y a pas de souci pour attirer du monde. En plus, que ce soit sur le plan sportif, c'est vraiment très très alléchant. Je suis bien évidemment, comme je l'ai dit, à ma première membre Premium VIP Gold du John Brown III Club. J'aime beaucoup l'idée de Jordan Lloyd, j'aime beaucoup l'idée de Blossom Game qui sont de vrais gars qui se battent pour le collectif. La re-signature d'Alpha Diallo est géniale, vraiment. Ouattara, qui était pressenti pour peut-être aller à Lasvel, finalement reste très bon. Il a fait une très belle saison, très belle fin de saison. Bon, il est là depuis des années, il apporte énormément. Donc, franchement, c'est un très très bel effectif où vraiment le collectif prime. Et je trouve, même si par exemple Lloyd a besoin du ballon, je trouve que ça laisse quand même assez d'espace pour Mike James pour faire ce qu'il fait. C'est-à-dire on peut l'avoir dans un match en 14-8-8 où on peut le voir claquer du 35 points et je pense qu'il n'y aura personne. Tout le monde va dire, bon, ok, les gars, c'est ce soir-là. Euh, Tout le monde va dans les ailes, tout le monde prend son petit coin et puis laisser la magie opérer. Vraiment, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on va voir beaucoup d'Yohan Makundu parce qu'il est jeune et je pense que ce sera plus pour la Betclic Elite. Mais s'il arrive à choper quelques minutes derrière Motiejunas et Donta Hall, ça peut être très intéressant parce que beaucoup de verticalité, d'athlétisme et on sait que tu as quand même des mecs qui aiment envoyer du caviar, que ce soit du Mike James, que ce soit du Lloyd avec Poitras l'année dernière par exemple. Moi, je suis très hypé et pour finir sur ce que tu as dit, je pense qu'il ne faut pas trop en attendre non plus. Les deuxièmes années sont toujours dures à confirmer dans n'importe quelle compétition. Donc là, on doit se satisfaire d'avoir déjà Monaco, je dirais, dans le top 6 de l'Euroleague en ayant si peu de vécu. Ils ont gardé le noyau essentiel qu'Obradovic utilisait l'année dernière. Ils ont rajouté de bonnes pièces. Il n'y a pas de raison pour que cela ne marche pas. Mais voilà, je pense qu'il faut rester mesuré dans les attentes. On sait aussi qu'ils espèrent grandement gagner le championnat Betclic aussi. Donc, je pense que ça peut jouer énormément leur gestion des deux calendriers. Le calendrier va être géré aussi avec l'effectif. Il y a quand même pas mal de départs, mais à chaque fois, ça a été une upgrade quand tu prends Will Thomas, et qui pourtant fait partie de mes chouchous aussi. Tu mets John Brown III devant, c'est une upgrade. Et c'est d'autant plus, d'après moi, une upgrade que John Brown va prendre des minutes à notre ami Motiejunas. Plusieurs postes, ouais, il va pouvoir jouer. C'est le mec multi-position, donc pour le coup, c'est cadeau. Ouais, et passer sur du switch all en défense que tu pouvais pas te permettre avec Donatas. Donc ça c'est pas mal au niveau défensif. Et l'ajout de Jordan Lloyd est énorme pour moi parce qu'on a un deuxième tueur à côté de Mike James. Okobo, ça reste à prouver parce il était dans ce cas de figure en début de saison Euroleague l'année dernière. Et ensuite, il a pris le bouillon des équipes de Euroleague qui l'ont scouté et qui l'ont
qui l'ont bien bloqué. Donc, on a eu moins d'efficacité pour Okobo offensivement. Mais il sort d'une compétition qui est honnête dans le groupe France dans lequel il était, dans l'état dans lequel était le groupe France plutôt. Il arrive dans un effectif où Mike James a l'air content de l'avoir avec lui et Lloyd, ils en parlaient justement dans un podcast d'Urbanas Ouais. sur le fait de se partager la balle et au final, ça n'avait pas l'air de l'inquiéter plus que ça, Mike James. Ils vont, je pense, savoir. C'est des meneurs intelligents, mais Mike James va être pas mécontent, je pense, d'avoir des gars qui peuvent shooter et pas juste Dwayne Bacon qui va juste garder la balle, faire de l'ISO. Alors, il a mis des shoots importants, mais il n'avait pas cette distance de ce shoot au périmètre aussi fiable que peuvent l'avoir Lloyd ou Okobo. Donc, c'est pas désagréable. Là, comme ça, c'est un peu court pour Monaco au niveau de l'effectif. Même si c'est intelligent au niveau du recrutement. Alpha Diallo, bon, encore une fois, Olivier aussi est dans le wagon. Il doit même le conduire, celui-là. Donta Hall, ça va être sympa à voir avec Yves Ponce sur les duels de Betclic ou d'Euroleague. Ça va jouer en haute altitude, comme dirait notre regretté Georges Eddy, qui commentera plus sur Canal. Oh, il est encore en vie, hein, tout va bien. Non, il est encore en vie, mais c'est la voix du basket pour pas mal d'entre nous. C'est pas mal. Blossom Game, j'ai moins suivi. Est-ce que toi, tu as un petit peu d'éléments sur ces bonhommes? Passer rapidement par la case NBA, notamment les Cleveland Cavaliers, si je me rappelle bien. J'aime beaucoup parce que justement, personne ne le voit venir, mais il peut apporter. Et c'est pour ça qu'on parlait de Lloyd, Blossom Game, John Brown. Là, on est vraiment sur des gars, je pense que va falloir que certaines équipes s'habituent et disent, voilà, on les avait pas vus venir, ces deux-là. Je pense que tout le monde va évidemment cibler Mike James, qui est plus que référencé et connu dans l'Euroleague. Je pense que du coup, Okobo va être très attendu également. Et pour compléter un peu ce que tu disais, je pense que ça va être une saison de choix pour lui, parce qu'il va pouvoir pas sélectionner ses matchs. Mais si on a un Eli Okobo en troisième option offensive, franchement, c'est un problème de riche quand même là. Donc, c'est d'avoir Eli Okobo en potentielle troisième option sortie de banc peut-être par moment, qui te planque, qui te sort 18 points comme ça, franchement, ça peut être un vrai régal. Et oui, Blossom Game aussi, tu en parlais ces espèces de multipositions. Je peux le voir 3, je peux le voir 4. Il fait 2,01 m, donc ça peut être très intéressant. Et on a quand même beaucoup de joueurs d'une taille, on va dire, 2,03 m, 2,07 m dans ces eaux-là. Et sur le plan rebond, ça risque de très bien verrouiller l'accès à l'arceau, même s'il n'y a pas forcément de grands Golgoth. Voilà, Donta Hall, Makundu sont de vrais marsipulamis. Et puis tu as quand même Montegunas avec ses 2,13 m, donc c'est pas mal. Ouais. Après, Montejunas, c'est pas vraiment un protecteur de cercle. Non, mais bon, C'est vrai que il levait les bras, quoi. c'est ça. Est-ce qu'il reste du monde sur le marché transfert? Je sais pas trop, mais à la limite, si on devait compléter cet effectif-là, ce serait peut-être justement un protecteur de cercle. Alors, on a Don Taul, mais comme tu disais, peut-être une masse plus qu'un ressort dans la raquette, ce serait peut-être pas trop. L'avantage de Monaco, c'est qu'ils vont pouvoir faire leur shopping dans les contrats qui vont être coupés par la NBA, tous les two-way contracts, les training contracts qui vont mener à rien. Là, tu vois, par exemple, on a les Warriors qui ont coupé McClung pour Anthony Lem, mais si Anthony Lem fait pas effet, bon, ça pourrait être un mec qui fait le chemin vers l'Europe. Je pense qu'ils sont patients, ils sont conscients de leur situation. Euh, sur le parquet et en dehors. Donc, ils vont attendre paisiblement. Il y a quand même pas mal d'anciens NBR ou des mecs passés par voilà, le circuit américain. Euh, et juste le fait d'avoir Dwayne Bacon, qui est quand même un joueur, un ancien NBR jeune joueur, pardon, qui a fait une bonne saison, ça risque d'attirer un petit peu. Et il y a sûrement encore un peu de quelques sous-sous dans les fonds de tiroir du comptable à Monaco. C'est clair. Puis Marial Cheye qui est toujours disponible. Ne l'oublions pas. Et voilà, C'est ça bon, c'est on l'a dit. placé. Hop, il y a le petit, Voilà. il a petit gaz Il coché. fallait que je le case, ça c'est fait.
Donc maintenant, la partie difficile, après avoir vu un peu Monaco, comment tu les envisages face au Fenerbahçe? Est-ce que tu les vois au-dessus? Est-ce que tu les vois en dessous? Je vais faire un peu de cocorico, mais je les vois au-dessus parce il y a beaucoup de joueurs que j'aime, évidemment. J'ai envie de les voir au moins tenir le même standard de jeu, ça serait bien. Mais évidemment, en fait, on est quand même sur deux équipes qui ont beaucoup remanié leur effectif. Monaco a l'avantage d'avoir gardé le coach et le vrai noyau pur et dur. Donc, sur le départ, peut-être que Monaco a plus performé, sera plus en jambes, avec un effectif qui est globalement plus jeune. Mais à voir quand ça, comment, j'ai du mal aujourd'hui, hein. On va voir quand ils vont commencer à fatiguer, il va falloir s'épuiser un petit peu plus pour gagner des matchs. C'est peut-être là que le Fenerbahçe va arriver à faire ce pas en avant avec Itoudis, avec tous ces joueurs référencés. Je les mets quand même devant. Je sais pas pour toi. Hmm. C'est compliqué. Je les vois mieux défendre cette année. Non seulement parce que John Brown III va être là, ça va leur permettre de switcher plus facilement. Et je vois justement ce qu'il a pu leur manquer l'année passée pour tuer certains matchs. Parce que Mike James n'était pas dedans. Je vois Lloyd pouvoir le faire potentiellement. Et on peut même imaginer, comme tu le disais, Okobo en troisième option ou sortie de banc ou profiter de la maladresse d'un de ses camarades, sortir du lot. C'est vraiment dur pour le coup, parce que j'aime beaucoup l'idée de voir le Fener cliquer. C'est dur parce qu'il y a la hype Monaco. D'ailleurs, ils ont fait, c'est le club qui a récupéré le plus de fans d'une saison à l'autre. Là, je voyais la stat tomber il y a pas, je sais plus quel analyste. Ouais, ils ont pris 40% de plus de fanbase Ouais, tu cette année. m'étonnes. Et on Avec est une obligé de mettre Monaco devant. très belle Eh salle oui. renouvelée d'ailleurs. J'aime beaucoup cet effet liège avec les arrondis. Elle est petite, donc là, ils ont essayé d'augmenter un peu plus de capacité. Et il y a tout qui clique, on a envie d'y croire. Par effet collatéral, ce sera bon pour notre basket français aussi en plus. Donc, allez, j'ai un peu de cocorico là. Allez, va pour Monaco, cinquième, et le Fener, sixième. Allez, parfait. On enchaîne. Alors, on est sur des previews, un espèce de power ranking. On est vraiment sur le côté saison. On ne s'avance pas non plus sur les playoffs et sur qui va gagner. On est vraiment sur le côté saison régulière. Mais là, on attaque le carré magique, le dernier carré. Allez, je te laisse choisir le suivant, la team suivante, Lucas. Ouais, je suggère qu'on commence. J'en sais rien. Il y a deux équipes, j'ai envie de garder vraiment à la fin parce qu'il va falloir lâcher les chevaux et ça va être hot take sur hot take, comme tu dis. Mais allez, vas-y. Parlons de Milan, de Ah, l'Olympia. en même temps, est-ce qu'on n'était pas obligé? Kevin Pangos, ça y est. Là, la preview est terminée pour Milan. On est bien, on est bien. Kevin Pangos, ça suffit. Non, Merci. blague à part, Olympia Milano, je pense que ça va jaser. C'est possible que Corentin ait les oreilles qui sifflent. Euh, c'est une équipe qui nous a fait kiffer. Kyle Hines remis à son maillot, il a mis 150 balles dessus pour histoire de toujours placer une petite bague sur les maillots. Alors que moi, Euh, alors que j'ai mis 50 roubles et voilà. On a Milan qui finit 15e à l'offensive rating la saison passée, 3e au defensive rating, mais ça étonnera personne. Euh, Ettore Messina, pardon, à la baguette, on savait que ça allait défendre dur. On a un effectif qui globalement a été stable, si je puis dire. Alors, ça a signé dans stable n'importe quoi en plus. C'est Il y a vrai du qu'après, monde, en hein. regardant Il tout y a ça, beaucoup de il y a du monde, hein. monde. Donc Shields est toujours là, Mehdi, malgré un zigzag vers comment ça s'appelle? Sacramento finalement est toujours là. Qui reste aussi Gianpaolo Ricci, si tant est qu'il touche pas à des substances. Oh. Qui Oh. d'autre est resté? Mitoglou est resté Gigi Dato, et mais Didi Datome, lui est toujours là. Même Billy d'ailleurs, je me demande s'il a Bogdanov, pas il a re-signé pour une saison. il me semble. C'est ça, il a. Kyle Il Hines a... aussi une saison en plus. Devon Hall, petit chouchou parmi les autres, signé une saison de plus aussi jusqu'en 2024. Et donc arrive Brandon Davis, Naz Mitroulong, Billy Baron,
Deshaun Thomas, Stefano Tonut, on a Jonas Voigtman et on a Leonardo Okeke qui signe à Milan. Mais surtout, la plus grosse carotte de ce mercato avec la Russie, Kevin Pangos. Ouais. Quid de sa signature au CSK? Ça reste assez flou de ce qu'on a compris. La signature, l'examen médical n'a pas été jusqu'à son terme. Donc, le mercato n'a pas été, le transfert n'a pas été validé. Et Kevin Pangos, sans frais, s'engage à Milan. Beau, Allez, hein? c'est Très, très. beau. Je crois qu'il y a une pastille à mettre sur Mitroulong qui est blessé, il me semble, non? Oui, ouais, ouais. Donc, Qui s'est blessé là, je crois, sur le match, c'est quoi? C'était les demi-finales, j'allais dire la Copa, mais c'est pas, c'est Super ouais, Copa? la Super Cup, ou j'ai pas le nom, j'ai plus le nom en tête, mais ouais. Donc, bon, petit pépin, mais bon, voilà, comme un peu toutes les autres équipes, quand tu vois l'effectif, euh, vraiment, on pourrait en fait enlever les nouvelles arrivées de l'Olympiade, tu aurais pratiquement l'effectif qui tournait l'année dernière. Et Dieu merci, ils ont un petit peu réglé ce problème d'attaque que l'Olympia avait l'année dernière avec tous ces joueurs avec un talent offensif plein les mains. Brandon Davis qui chaque année réalise une très belle saison d'Euroleague, qui retrouve son copain Kevin Pangos puisqu'ils ont déjà joué ensemble. C'est ça? Pangos qui, à mon avis, va avoir surtout des bouches à faire fermer un peu, puisque il a rejoint les Cavaliers l'année dernière, on l'a quasiment pas vu, il a rien fait. C'est pour ça que l'option CSK s'était présentée. Et en plus, je crois que le contrat était plutôt onéreux, parce que c'était de l'ordre de 3 millions, C'est il me ça. semble. Donc, une belle petite manne pour au final ne rien faire. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent son retour discrètement, parce qu'il a 29 ans, donc en pleine forme. Pour ceux qui regardaient le Zénith, ils doivent baver d'attente, surtout sous la baguette de Messina. J'apprécie énormément le fait d'avoir Kyle Hines qui re-signe. On a Voigtman qui va apporter un peu d'espace avec son tir à 3 points et un peu de taille, parce qu'il fait quand même 2,11 m, le grand gaillard allemand. Euh, Franchement, l'équipe est belle. On est encore sur vraiment, voilà, on est sur le top du top qui fait son shopping, et on a encore un bon sens du collectif quand tu vois justement Pangos, quand tu vois aussi Billy Baron, quand tu vois, j'ai oublié, Deshaun Thomas Oui. qui vient du Bayern, Stefano Tonut, c'est des gars qui ont cette notion du collectif. Et je pense que ça peut être bien plus beau que ce qu'on imagine à voir, parce qu'il y a quand même énormément de rivalité vu l'intersaison. Et j'aime bien qu'ils aient gardé aussi cette vocalité en les personnes de Kyle Hines, de Gigi Atome, de Melly. On va avoir des mecs du championnat domestique qui vont beugler sur le parquet. Et je pense que plus ou moins tout ce qui a été ramené pendant l'été va cliquer d'entrée. Je ne vois pas un joueur qui pourrait créer des problèmes, et ça, c'est très important. Non, on est bien d'accord. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que on parlait d'upgrade pour d'autres clubs, mais là, ce qu'a fait le Milan, c'est quand même gigantesque. Quand tu passes de Taleb Tarzeski à Johannes Votman, t'es content. Ouais. Quand tu perds, alors, en toute proportion gardée, Sergio Rodriguez, euh, qui est un vétéran confirmé, mais vétéran par Kevin Pangos, tu sais qu'au niveau, alors peut-être pas de la création, mais du potentiel offensif, t'es gagnant Potentiel aussi. offensif, gestion de jeu quand même, puis il y a même adresse globale, hein. Je veux dire, les deux sont de haut calibre, hein. C'est clair, je vois Rodriguez meilleur passeur, peut-être plus fantasque, plus Je fou, pense que peut-être c'est ça que surtout. et puis tu ajoutes un shooter, Billy Baron, qui va être fiable aussi. Euh, Ça va faire des beaux duels quand ils vont se retrouver avec Jordan Lloyd. Ça va être sympa en Euroleague. Bon, Gigi Datome toujours. Il y a du shooter. Kevin Pangos va se régaler. Devon Hall, on l'espère tous voir confirmé.
ça a été prometteur. Bon, Shevan Shields, c'est toujours là aussi. Je regardais les transferts. Qu'est-ce qu'il y a? Jerian Grant parti, Ben Beltil parti, Troy Daniels, Malcolm Delaney Ouais, qui, euh, non, c'est qui essaie anecdotique de, au final. bah ouais, qui lui aussi essaie de prétendre à un retour en NBA. À voir. Je sais pas trop pour Malcolm. En tout cas, cet effectif du Milan est drôlement sexy. On n'en Je parle sais pas pas. beaucoup. On n'en Ah parle pas non? beaucoup parce que c'est pas des recrues, c'est pas les top recrues dont on va parler pour les prochaines équipes. Mais tu vois, Billy Barron, par exemple, quand tu vois les playoffs qu'il fait en VTB l'année dernière, Complètement. on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Quand tu vois DeShon Thomas, les matchs qu'il a été capable de te sortir l'année dernière dans cette équipe du Bayern, Brandon Davis, à quel point il a réussi quand même à tenir une ligne statistique correcte aux côtés de Mirotic et à quel point l'effectif de Jasikevičius est très demandant. Ouais, en fait, on n'en parle pas assez parce que c'est un peu à l'image de cette équipe de l'Olympia. Pour quelqu'un qui regarde ça de loin, c'est quasiment que des noms inconnus au final. C'est pas du Kalinic, c'est pas du Mirotic, c'est pas du Veseli, c'est pas du De Colo, mais ça fait plus que le travail. On est quand même sur, voilà, il y a trois quatre joueurs, c'est top 5 Euroleague à son poste. Ah oui, complètement. Et puis on parlait de Jenny tout à l'heure avec Itoudis. Là, on a un autre client, et Torre Messina, Le euh, mentor. qui va, qui va pouvoir s'éclater au niveau défensif parce que Brandon Davis, c'est vachement mobile. Johannes Voigtman aussi. Ça va être vraiment sympa à suivre. Mais il a maintenant un chef d'orchestre d'un tout autre niveau, avec Kevin Pangos. Alors, à voir dans quel état il va arriver. Mais en tout cas, ça peut être le petit truc qui leur manquait. Je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais sur cette capacité offensive à faire des différences. Et là c'est peut-être le chaînon manquant pour Milan pour aller dans ce Final Four. Ouais, mais c'est vraiment la doublette Pangos Baron qui fait mouche, qui fait mal. Et tu rajoutes à ça le fait que Pangos ait joué avec Davis et Pangos soit passé par le Zénith, d'où vient Baron. Là, en fait, tu rajoutes des pièces qui ne peuvent pas ne pas s'enclencher directement. C'est des Mhm. rouages qui sont préparés pratiquement pour ton effectif. Donc, c'est difficile de ne pas être optimiste quand même pour eux quand tu vois, en fait, de toute façon, là, on est quasiment que sur des équipes qui connaissent leurs lacunes et qui les ont réglées au mieux possible. Donc, honnêtement, il y a une profondeur d'effectif. Là, on parlait par exemple de Monaco où on disait que c'est un peu court. Là, tu peux quand même vachement moduler. Tu peux faire en fonction des besoins, tu peux faire en fonction de l'adversaire, tu peux faire en fonction des besoins de repos de chacun. Ça peut faire très, très mal. Ouais, puis surtout Nicolo Belli qui est retenu encore à Milan plutôt que de les s'enterrer à Sacramento. Voilà, tu as, comme tu disais, ce noyau très dur qui est là, et tu rajoutes des paillettes un peu partout, et il y a tout pour que ça fonctionne. Il y a vraiment tout pour que ça fonctionne. Il a fait un comeback de malade hier contre Brescia et qui a gagné d'un point. Je crois qu'ils sont revenus, j'ai oublié, mais il y avait une avance incroyable et il y a eu vraiment un retour avec la manière de ouais, 31-19 dans le dernier quart-temps. Donc, c'est déjà, ça donne une petite envie. Ouais, puis j'imagine que c'est pas, on va peut-être pouvoir l'aborder tout à l'heure, mais le même type de remontée que nos amis de Catalogne. Ouais, ouais, Ça évidemment. commence déjà les missiles. Mhm. Euh, Il faut. donc, on les positionne comment? Ah, On a dit, il y a beaucoup trop de talent, il y a beaucoup trop de génie en Messina, il y a trop d'aspiration à vouloir vraiment redevenir une place forte en Euroleague. Honnêtement, moi je les vois, je crois que je les avais mis quatrième ou troisième quand on a fait nos rankings avec toute l'équipe. En fait, en on tout cas, on a, les met au-dessus de Monaco et du Fener, ça c'est ouais, sûr. ça, il n'y a aucun doute. Et en fait, on est aussi sur des équipes qui connaissent le. En fait, ces équipes-là vont absolument devoir avoir l'avantage du terrain. Et c'est la seule chose qui les intéresse. Et on voit pas comment elles ne peuvent ne pas l'avoir. On est d'accord là-dessus. On est entièrement d'accord là-dessus. Du coup, tu parlais de remontada tout à l'heure.
Je ne sais pas comment tu le voyais, tu voulais en garder deux pour la fin. Ah, Est-ce qu'on passe sur tu le... m'as dit de choisir, j'ai choisi l'Olympia, à toi. Ah bah, j'enchaîne avec Barcelone, direct. Ok, ça marche. Euh, la transition était toute faite. Ouais, il y a encore une polémique sur l'arbitrage. On n'en finit pas pour le FC Barcelone, qui se faisait taper dur contre Baskonia, Ouais. euh, pour au final faire un, c'est quoi, 31-7, ou en tout cas maintenir Baskonia dans le Il y avait troisième quart à 7 51, points. il y avait 51-39 à la mi-temps pour Baskonia. Et ça s'est terminé. Du coup, je regarde rapidement 89-74 avec un 26-7 dans le troisième quart-temps. C'est ça. Et puis, avec toutes les doutes sur les raisons pour lesquelles Barcelone a pu passer devant, parce qu'on ne va pas se mentir, au niveau défensif, notamment à l'intérieur, ça ne va pas être la même cette année. Non, 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 non. Bah, Non, il y a 9 joueurs qui finissent à 10 points ou plus, je crois, hier. Donc, c'est ça. Donc le FC Barcelone, troisième à l'offensive rating, merci à Mirotic. Quatrième au defensive rating, pas merci Mirotic. Le net rating, c'est le premier de la compétition l'année dernière en saison régulière. Le FC Barcelone, qui est allé dans ce mercato à grands coups de millions, plutôt que d'aller en Russie. Et ils sont même allés jusqu'en NBA. Donc, le gros de l'équipe n'a pas bougé. Il y a Nicolas Provitola et sa petite moustache qui ont été re-signés jusqu'en 2026. Globalement, tout le monde est resté. Je crois que Oriola est parti, Calates, on l'a dit, Davis, Hayes, Roland Smith, Dante Exum. Ça, c'est mon petit. J'étais prêt à acheter un ouais. maillot de Dante Exum. C'est un petit regret, si je puis dire. Euh, Surtout et alors, pour le partisan, quoi. Donc, coucou Romain. c'est clair. Bah, le maillot du parti se tombera. C'est pas grave. On s'arrangera autrement. Et donc arrive dans le désordre Thomas Satoransky pour prendre la place de Calates. Ça a fait les journaux, les unes des journaux people espagnols. Nicolas Kalinic, Yann Vezeli. Ça fait mal au cœur de dire tous ces noms-là tellement c'est improbable. Oscar da Silva, petite dédicace à Romain, qui arrive L'Alba, de l'Alba Berlin. Mike Toby, qui arrive aussi. Et il m'en manque un. Il m'en manque ils ont un. signé récemment Nagy, Paul. mais Nagil était déjà, c'est un jeune, ils l'ont mis il a un signé, je crois contrat. qu'il a signé son contrat là, pour de bon. C'est ça. C'est ça. Donc on a toujours Abrines, on a toujours Kyle Kuric. Par Higgins. contre, Higgins, mais qui est out. Hmm. Mirotic, qui est out. Jusqu'à décembre à peu près, enfin c'est ce qui a été estimé, décembre-janvier, quoi. C'est ça. Higgins, on ne sait pas trop, parce qu'il a été envoyé au casse-pipe en fin de saison par Jasikevičius, et ça n'a pas été très très beau à voir. Euh, il avait fait trois matchs de championnat pour se remettre dans le rythme, et il a été envoyé au casse-pipe. Barcelone, ça a envoyé des grands coups de millions. Je vais pas en dire plus, j'en dis pas mal déjà. Comment tu sens ce groupe pour Sharonas cette année? Très bonne question. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient gardé la Provite là, qui nous a sorti une saison colossale. Euh, la connexion 1-5 tchèque, Satoransky Vezeli, je pense que ça va faire très très mal. Euh, mais ça ne m'ôte pas cette idée qu'on ne fait qu'empiler des talents depuis des années à Barcelone et on ne fait qu'avoir de la pression qui se rajoute et des attentes qui ne sont pas comblées. Et c'est pour moi, ça m'a l'air d'être un véritable 50-50 cette saison à Barcelone. Comment tu peux te foirer si tu as encore, voilà, on enlève Kalinic, Satoransky, on enlève Laprovitola, on enlève Mirotic s'il joue, ils ont quand même un effectif qui doit faire les playoffs en Euroleague. Et j'ai peur, une fois de plus, qu'on ait des mecs qui ne répondent pas à la manière de coacher de Jasikevičius. Et que bah, on est déjà le scénario en tête, en fait. C'est-à-dire que bah, Barcelone termine premier, Barcelone trop fort, Barcelone met 115 points par match de moyenne, mais Barcelone craque à chaque fois. On est sur une équipe qui se chauffe sur les 15-20 dernières minutes de chaque match pour finir à plus 20. Très bien, un grand bravo. Vous savez comment vous régulez et torcher un match en 12 minutes, mais ça ne gagne pas.
ça ne gagne pas. Qui dans cet effectif, a comment dire, non, il n'y a pas de manière de le dire, les grosses baloches. Attends, C'est t'as pas le la Pro là. Cojones. Ouais, mais voilà, qui va les porter? Qui va être le mec vocal là-dedans? Tu ne fais qu'empiler des trucs, tu doubles les positions, tu les triples très bien, mais ça ne mène nulle part. Donc on va encore. Moi, j'ai vraiment peur de me retrouver avec cette équipe qui cartonne. Il y a rien à faire. Ça écrase la régulière, mais rien de plus. Comment Jasikevičius va gérer tous ces hommes-là? Et c'est pas les plus compliqués. Pour moi, il y a que Mirotic qui est compliqué à gérer dans le tas. Mais comment tu vas avoir tous ces égos, tous ces mecs ont besoin de la balle. Ils ne peuvent pas s'exprimer sans. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai hâte de voir, vraiment. Moi, j'ai plusieurs points d'inquiétude. Le premier, c'est Satoransky, qui pour moi est pas au niveau de Calates. C'est pas tout à fait le même type de meneur. Il aura ses stats, hein, il n'y a pas de souci, hein, il va finir avec ses 7-8 passes par match. Mais Il est-ce que fera ça pas ce que sera aussi Calates impactant? Il fera pas ce que Comment? Calates, il fera pas Ouais. ce que Calates faisait parce qu'il ne sait pas le faire. Il ne fera pas malheureusement ce que Calates ne faisait pas parce qu'on n'attendait pas cela de lui. Et on parle quand même de deux joueurs qui ont une adresse au tir qui est probablement égale ou pire à la mienne. Et je vous donne une inside news, c'est pas une bonne nouvelle. Donc je pense qu'en fait, ils ont juste misé sur la taille, la jeunesse et cette entente avec Vezeli. Je ne vois pas. C'est juste ce qui explique, à mon avis, le retour du petit à la maison, quoi, en fait. C'est tout, hein. Ouais, ouais, c'est compliqué parce que Yann Vezeli, c'est effectivement, quand tu le vois au Fenerbahçe, c'est un gars qui peut tourner en 20-15 quasiment facilement, sauf que là, est-ce qu'il a la place dans l'effectif? On va lui demander beaucoup plus en défense, surtout quand il sera associé à Mirotic. 32 C'est piges, pas, hein. c'est pas, ouais, c'est pas non plus son poste son axe de travail principal. Moi, ce qui m'embête, c'est dans un système qui va être millimétré, très pensé, de voir un mec comme Kalinic, qu'on peut considérer comme le glue guy par excellence. Comment j'arrive pas à le voir s'exprimer dans un collectif qui sera comme ça déjà ultra réglé, alors que c'est un joueur qui euh, a la capacité de réaction, une capacité de réaction hyper impressionnante. Il va pouvoir s'adapter à des contextes. J'ai peur que ça le bride plus qu'autre chose Bah, au je niveau. t'imite Kalinic, tu vois. Voilà, j'ai pas Freeze. Il va pas avoir un ballon. On va avoir un match où il va en mettre allez, 15, bonne défense, grosse adresse, on va être là. Ah, ça y est, enfin, il lance sa saison. Et puis le mois prochain, ah, ça y est, il relance enfin sa saison. Moi, j'ai vraiment peur que ce soit ça. C'est peut-être le meilleur poste 3 à son poste le plus complet, le plus polyvalent. Qui est-ce qu'il est parti s'enterrer là-bas? Alors, si ça clique, cette preview devient obsolète directement. Mais ça fait énormément de si. Et voilà, c'est vraiment cette idée on empile encore des talents. Tu regardes par exemple les débuts de Barcelone. Pour l'instant, celui qui performe le plus, c'est Sertac Shanley, qui est un C'est joueur ça. magnifique. Et du coup, tu es en train de te dire, mais pourquoi Mike Toby? Qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Bah, le secteur intérieur, de toute façon, il va poser question quand même, parce que là, Toby, jusqu'au retour de Mirotic, c'est lui qui prend les minutes, globalement, à l'intérieur. Moi, je dis ça discute. Moi, pour l'instant, je te mets plus Vesely, Shanley devant. Et puis, Toby, on voit un peu. Donc, quoi, tu mets Satoransky, Lapro, Kalinic, Vezeli et Senli sur le 5. Peut-être pas les deux en même temps, mais je pense que sur le poste, ce sera ceux qui gratteront le plus de minutes. Mais pour le coup, quand même, Saras a quand même beaucoup de joueurs. On parlait encore de cette mobilité. Là, on est vraiment sur des mecs. La moyenne de base, c'est 2 mètres 0,5, quoi. Et C'est ça. t'as quand même du choix. T'as l'embarras. C'est encore un problème de riche, évidemment, pour cette preview, ce tir-là. Mais voilà, tu peux moduler vachement encore en fonction des besoins. Sortir un peu Abrines, Jakubaitis de sa boîte.
Mais le problème, c'est qu'on a vraiment énormément de monde qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin du ballon. On peut en avoir un peu de tout le monde tous les soirs, ou on peut aussi en avoir un peu de tout le monde qui essaie de l'affiler à tout le monde, et au final, personne n'y va vraiment. Ça peut être vraiment très risqué de se dire, bon, bah voilà, tout le monde sait faire, mais tout le monde sait que son voisin est bon aussi, donc on va filer la gonfle, et puis au final, il n'y a rien qui se produit réellement. Je sais pas, j'ai vraiment des petites interrogations quand même, hein. Enfin, plus que des petites. Et c'est dingue quand même de se dire que tu as quand même Kalinic, Vezeli, Satoranski qui arrivent et dans un effectif qui a déjà Higgins, Mirotic, Lapro et compagnie. Et il y a pas Il n'y a pas de sérénité. d'engouement. Et pourtant, c'est quasiment les top joueurs à leur poste la saison passée en Euroleague. Et pourtant, bah, il y a pas la foi, il y a pas la foi sur ce club de Barcelone. C'est Toi, à ton avis, Barcelone, ça pète pendant l'année, ça tient jusqu'au bout. pour moi le secteur intérieur, même Vezeli dedans, c'est compliqué. Je me demande comment ils vont jouer. Ils vont peut-être même jouer avec Vezeli en 5 décalé d'un cran, avec un peu de chance si Higgins revient. Ils ont de quoi faire un small ball vraiment, vraiment mobile, vraiment costaud. Pas grand, mais je sais pas. J'ai écouté pas mal de trucs à droite à gauche. Ça va quand même pas mal sur la saison régulière, en tout cas, un groupe qui va pas fonctionner tout de suite. Parce que justement, il y a ce problème de répartition, de gestion des égos, de gestion de la mentalité de Sarunas à gérer ce groupe-là. Et Ça met. ouais, Vas-y, quand le vas-y. groupe va commencer à trouver une espèce d'harmonie, t'as Mirotic qui va revenir. C'est ça. Et on sait qu'en plus, il a enfin, un certain nombre de systèmes posés pour lui. Il a une certaine liberté offensive et défensive. Va falloir s'adapter, quoi, c'est clair. Après, malgré ce jugement plus que mitigé, comme on l'a dit, je pense, on peut même conclure là-dessus. Je pense, Damien, on les met quand même devant l'Olympia, par exemple, on les met devant Monaco. Pour moi, je les vois terminer premiers parce qu'ils ont beaucoup trop d'armes pour rouler sur tout le monde. On les a vus, je pense qu'on va avoir les mêmes scénarios, c'est-à-dire que ça s'enclenche dans le troisième, quatrième quart-temps, ça se précipite un peu, il y a l'urgence, il y a un peu le feu, mais t'inquiète, je pense que c'est vraiment ce qui va se passer. C'est pas là où on les attend de manière là, faut que ça soit percutant avec du bon jeu et tu peux pas te louper. Enfin, tu peux te louper, mais tu dois pas te louper plutôt. Bah, tu vois, tu me poses la question, et comme ça, je mets Milan devant. Ça peut, hein? Honnêtement, Moi, ouais, l'Olympia qui clique, un collectif profond, ça serait pas surprenant. Je laisse quand même Barcelone devant parce que tu pourrais enlever le premier 5, le deuxième 5. C'est quand même gênant possible. Attends, sur le poste 2, c'est qui? Kalkovic, troisième option. Ah, j'en connais des équipes qui aimeraient bien voir ça, quoi. Donc, à voir. ouais, pareil. Après, tu prends Tejane Thomas qui a fait tellement mal au Barça avec le Bayern. Franchement, ouais, je sais pas. On a vu Milan avoir ce haut niveau de défense et de savoir maintenant avec Pangos, Baron en plus, Davis qui va être beaucoup plus mobile en attaque, associé à comment? À Karl-Heinz. Ah, si tu De la fais. même Alors là, façon de la même façon qu'on a gardé le Fener sous Monaco, parce qu'il faut que ça clique et que je vois pas le secteur. Tu fais un Barça-Milan, ils se font défoncer à l'intérieur, le Barcelone. hmm. Et le Ouais, si tu, collectif déjà en place de Milan, là, aujourd'hui, je mets Milan devant. Là, on est d'accord. Mais si tu t'amuses à faire le face-à-face, c'est vrai que ça. Tu vois, Satoranski versus Pangos, Brando Davis qui met une mixtape sur son ancien coéquipier Mirotic quand il revient. Tiens, on peut commencer à jouer à ce jeu-là, mais en fait, on est beaucoup dans l'hypothétique là. Donc, Complètement. voilà. Donc, Je je sais pense pas qu'on a fait comment on le va tour s'en sur Barcelone. sortir. Ah oui, sur Barcelone, on a fait le tour. Il va falloir qu'on trouve de quoi nous départager peut-être plus tard. On reviendra dessus plus tard. Donc, on avait dit quand même, je les note, Barça, c'est fait. Et Milan, tac.
Bon, à ton tour. Ouais, je me tâte. Ah, ouais, on va les garder quand même en dernier. Donc vas-y, on va partir sur le rival éternel, le Real Madrid. Il faut bien qu'on parle d'eux tôt ou tard. Le Real Madrid, de notre, c'est même encore pire cette année, la team Frenchie, euh, la team Chauvin, la team des Mousquetaires. On aura filé plein de noms, euh, avec aussi pas mal de changements, et peut-être même un dernier qui pourrait subvenir d'ici le début de la saison. Donc le Real Madrid, huitième à l'offensive rating, premier au defensive rating, deuxième au net rating derrière Barcelone. Sur la saison dernière, on est sur un effectif qui a gardé lui aussi un noyau dur. On a quasiment le 5 qui pourra rester. Les vétérans Lul et Rodriguez et Fernandez sont là. Edith Tavares toujours là. Vincent Poirier, Kershon et Bousselé. Fabien, gros short causeur, est toujours là, bien évidemment. Ça a fait un peu les journaux aussi pour la prolongation de son contrat. Nigel Williams-Goss, toujours là. Gabi Deck qui est arrivé en cours de saison, qui est là et bien là. On l'a vu justement en finale contre Barcelone là, faire, euh, faire de belles stats. On ajoute à ça Sergio Rodriguez qui arrive du coup de Milan, Pietro Corneli qui a pas réussi à perfer Angeli à sortir du lot en NBA à Denver, Mario Ezonia qui arrive de Kazan. Pareil, ça a mis un petit peu de temps à s'officialiser. Et Zanan Moussa, qui sort une énorme compète en Eurobasket et qui arrive pour compléter l'effectif de Madrid. Et là aussi, feuilleton qui a été peut-être le plus animé de l'intersaison, Chus Matteo, qui remplace, qui remplace Pablo Lasso. le parrain, Pablo Lasso. Puis c'est quand même un bel effectif là aussi, hein. C'est vraiment la crème de la crème de l'Euroleague. Ouais. Il y a de quoi se faire plaisir vraiment. Euh, je trouve que le plus important a vraiment été fait côté Real Madrid, c'est-à-dire que tu avais quand même un effectif un petit peu vieillissant, tu as remis un petit coup de jeune et tu as rajouté de l'option offensive qui te manquait cruellement, qui te rendait très prévisible. On l'a vu dans les derniers instants en playoff, ça s'est vu. Et t'as Gabriel Deck qui est revenu en cours de saison, donc ça allait déjà un petit peu mieux. Mais là, de ramener comme Janan Moussa qui sort d'une très belle compétition européenne, qui a fini MVP de la Ligue espagnole l'année dernière, qui connaît du coup le championnat, et Mario Hezonja qui aussi connaît le championnat et qui a quand même un certain bagage offensif et ancien passif NBA, c'est bien. Tu rajeunis un peu l'effectif et tu ramènes de la vraie option offensive. J'aime beaucoup. Le seul problème, voilà, c'est ce départ un peu surprenant de Pablo Lasso qui part vraiment par la petite porte après des soucis de santé. Ça fait un peu crève-cœur, un peu du mal à comprendre. Et ça peut du coup nous amener à peut-être une des grosses zones d'interrogation pour le Real Madrid, ça va être la gestion de l'effectif, parce que tu ramènes du coup Esonia, qui, on le connaît, un peu, comment dire, pétard ambulant, tête brûlée. Moussa, qui va avoir quand même des gros desiderata pour jouer dans cette institution qu'est le Real Madrid après avoir eu le titre de MVP l'année dernière. Et à côté de tout ça, tu as des mecs qui sont là depuis longtemps. Du coup, tu as Yul, tu as Fernandez, tu as Chacho qui revient. Et tu as encore d'autres joueurs qui méritent d'avoir leur ballon, qui méritent d'avoir leur minute, qui méritent d'avoir leur considération. Je pense évidemment à Fabien Causer. Je pense évidemment à Le Bear, Yabou Yabou, Gershon, Vincent Poirier, Edith Tavares. Donc voilà, il y a énormément de choix. J'adore ce qu'a fait le Real Madrid. Je suis évidemment grand fan du Real et je trouve que ça a été fait de manière très judicieuse, plutôt discrète. On n'a pas beaucoup parlé de l'arrivée de Corneli, mais j'aime vraiment. Ça offre une véritable option sur le poste intérieur en termes de mobilité. Il est capable de beaucoup de choses, même si peu de gens le savent encore. Il a fait deux, trois belles perfs en G-League. Je suis déçu qu'il n'ait pas pu avoir sa chance un peu plus à Denver. Et j'y crois vraiment. J'espère qu'Ezonia va pas jouer au con. Vraiment, c'est ce qui me fait un peu le plus peur. Et là, on a déjà vu, bon, il faut que ça prenne un peu.
la mayonnaise prenne un peu, évidemment, mais il y a de quoi être très optimiste, plus optimiste, par exemple, que pour Barcelone, où je trouve que voilà, dans l'idée d'un effectif profond, avec un but commun, a été très bien construit cet été. Non, ça a été très très bien construit, donc il excite les clubbers Tom Hurtel et Trey Hopkins. Jeffrey Taylor, ça part aussi. Pour moi, ouais, c'est vachement intelligent. Pietro Cornelis, c'est c'est bien trouvé. J'ai pas fait gaffe au niveau du salaire, mais c'est vraiment bien trouvé pour compléter l'effectif à l'intérieur. C'est C'est très donc aussi. mobile, c'est un petit shoot à 3 points. Ça peut driver. Taille, Ce que je mobilité, trouve. il fait 2,11 m quand même, hein. Ouais, mais je l'ai vu là. Là, j'ai pas mal suivi les matchs contre Barcelone et en championnat, c'était il y a 2 jours là contre eux. Je l'ai plus en tête. Je voulais voir Obrador. les line-up. Ouais, je voulais voir les line-up un petit peu avec Mario Hezonja, Zalan Moussa et tout. Euh, Zalan Moussa, ça va beaucoup me plaire. Je l'ai moins suivi l'année passée, mais les collègues en parlaient pas mal, plus la compétition d'Eurobasket. Et il a un peu ce profil à la Nunali en point forward, où il va être à la création depuis les ailes. Euh, Vraiment pas comme un meneur, mais vraiment comme un ailier créateur que j'aime beaucoup. Et c'est pas du tout le même profil que Mario Hezonja pour moi, qui peut être parce qu'il y a un côté héliocentrique créateur aussi, mais c'est plus une force de frappe massive pour Hezonja. Et Moussa, je trouve ça plus subtil. Il a les cannes en plus. J'ai vu les deux line-up où se renvoyaient les banderilles tous les deux là. Un coup lui, un coup Mario, un coup Zalam, un coup Mario. Derrière, tu as Gershon Yabusele qui en profite. Le line-up, c'était avec à un moment Sergio Rodriguez et Vincent Poirier et c'était magique. Franchement, j'ai pris un pied énorme. Là-dessus, Gaby Deck fait les entrées qu'il faut. Sergio Llull est toujours là. Fabien Causeur, c'est peut-être celui qui va payer le plus cette année. Surtout si on imagine l'arrivée de Campasso, qui est toujours dans les tuyaux, À même si voir, ouais. ça a été démenti par le joueur à un moment, mais ça reste toujours et tout le monde continue d'en La porte est parler toujours ouverte, ouais. parce que là, tu me demandes où je les positionne, tu rajoutes Campasso à ce groupe-là en tenant compte du manque d'expérience peut-être de Chus Mateo, je les mets premiers. Tu rajoutes le meneur vraiment au service du collectif. Alors, c'est peut-être pas assez costaud en défense, mais au niveau de la création, ce qui leur a manqué, notamment sur les phases finales, tu as rajouté Ezonia qui peut créer quoi qu'il arrive. Moussa depuis l'aile, tu mets Campasso à la main, et là tu as quasi un groupe collectif avec des joueurs qui peuvent prendre feu à n'importe quel moment. Causeur, Liu, Fernandez, ça peut envoyer des bombes depuis le logo. Moi, je les mets premiers si Campasso aussi. Pour le coup, ouais, je comprends ton idée. La rumeur Campasso, on l'a eu énormément et elle peut pas être infondée si elle revient autant de temps. Ça ferait énormément de bien parce que même si les légendes du Real sont éternelles, je pense qu'à un moment, un peu de fraîcheur et à avoir à nouveau ce magicien qui est Facundo Campasso, ça ferait énormément de bien. Il y a eu, justement, quand Nigel William-Goss s'est blessé face à Efes, on a vu à quel point c'était difficile. Dieu merci, on a eu Sergio Llull qui nous a proposé un beau match pour pouvoir tenir un peu la dragée haute à Anadolu à ce moment-là, ou c'était Barcelone, je sais plus. Je crois que c'était Anadolu. Et ouais, je pense que ça ferait énormément de bien. Dans ce cas-là, ouais, ça serait à revoir directement et pourquoi pas les mettre premiers. Je pense que de toute manière, le Real, Barcelone et Anadolu sont les équipes qui peuvent être potentiellement trustées la régulière sans aucun souci. J'aime beaucoup, comme tu l'as dit, cette capacité à moduler, de voir partager un peu les responsabilités, d'avoir un peu moins de garçons prévisibles, d'avoir quand même voilà, Ezonia et Moussa qui prennent un peu le, le projet à bras le corps et capable de fournir à deux, je sais pas, un bon 40 points, 12 rebonds, 12 passes, quoi, vraiment une très belle facture. J'en attends énormément d'un de mes chouchous secrets, Gabriel Deck
que j'adore. Depuis ses débuts au Real, je le suis discrètement. J'ai beaucoup apprécié. J'ai traduit beaucoup de papiers de la presse hispanophone de sa part et j'aime énormément. J'étais très heureux de le voir revenir d'Oklahoma. Je trouve qu'il a monté en puissance l'année dernière. Il y a eu de très beaux matchs, notamment un contre Monaco en prolongation où vraiment il brille, il sort de sa boîte au dernier moment et je trouve que c'est un joueur magnifique à voir jouer. Je profite de toutes ces éloges pour évidemment faire un coucou à Olivier qui me semble l'aime grandement aussi. Voilà, il y a de quoi être très très emballé par le Real Madrid cette année et j'ai du mal à croire que de vrais amateurs de basketball ne pourraient pas apprécier le jeu que Madrid va proposer. Et tout cela sans l'absence de Pablo Lasso, c'est-à-dire que la mécanique marche très bien. Je suis curieux de voir ce qu'il pourrait proposer. Chus Mateo, il a déjà un peu pris les rênes l'année dernière quand justement Lasso a été mis de côté pour ses soucis. Il a eu un accident cardiovasculaire, si je dis pas de bêtises. Donc, Ça, il a été obligé de prendre une période de repos. J'aimerais bien voir peut-être, pourquoi pas, espérer une petite touche de quelque chose, un peu d'innovation, une idée qu'on n'a pas attendue, qu'on n'imaginait pas venir. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être un peu la cerise sur le gâteau. Mais ouais, je pense que voilà, ce que Madrid a proposé, la pluralité des line-up, la pluralité des jeux qu'ils peuvent proposer font que ça va être une machine infernale. Et j'ai très hâte. J'ai très, très hâte. L'Euroleague commence bientôt, dans 3 4 jours, donc j'ai très, 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 très hâte. c'est clair qu'on y arrive là. J'espère qu'on aura l'occasion d'y retourner avec Robu parce qu'en plus de ça, on a été superbement accueillis. Madrid, c'est une belle ville. Et, euh, et ouais, peut-être avec la chance de voir nos Frenchies parfaits. C'est clair que, en tout cas, Chus Mateo commence sa saison et sa prise de fonction 2022-2023 avec une belle victoire contre Barcelone. C'est déjà bien pour lui parce que le ratio n'était pas tout à fait du côté de Pablo Lasso les saisons passées. Mhm. Ouais, 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 ça lance bien. Bon, honnêtement, c'est peut-être un des nouveaux coachs qui est dans une des positions les plus favorables, j'ai envie de te dire. Tu vois, comparé à Itoudis, par exemple, je pense Complètement. il est plutôt serein. Donc, plutôt que de faire tout de suite le classement, je propose qu'on termine avec l'Anadolu FS pour voir, voilà, avoir l'aperçu de ce dernier carré et de voir un peu comment on organise toutes ces équipes pour en faire un power ranking. Bon, l'Anadolu, on l'attend. Parlons du triple champion, du coup, c'est ça? Ouais, on va parler du peut-être futur triple champion. Une chose est sûre, c'est que mon grand, là, de 7 ans, quand on regarde les matchs, les previews, et quand il a vu notamment pendant l'Eurobasket la Turquie jouer, il dit, ah, mais ça, c'est le coach de l'Anadolu. Donc, c'est pour Mhm. dire à quel point ce coach-là est médiatique et qu'en tout cas, lui, il a eu l'occasion l'année passée de l'entendre. Tout le monde l'a entendu. Ergin Ataman, il a continué pendant l'Eurobasket, il s'en est donné à cœur joie dans le mode hot take. Je pense que c'est des maîtres en la matière. Donc, lui, il a annoncé et il a toutes les cartes, on dirait, pour pouvoir le faire cette année. Misic reste. Shane Larkin, il est prolongé d'une année. Il a gardé Dunston, Place principalement. Bobo est toujours là et Ja Bryant Ouais. est là. Et à ça, on ajoute, excuse-nous du peu, Will Clyburn, Achille Polonara, pardon, j'ai failli Ah, le faire à la ah, française, ah. Ante Zizic, Amatembaye. Il y a pire pour un champion en titre, surtout que les transferts ont été, notamment celui de Clyburn, signé quasi le championnat à Il peine a fini le match, il n'avait pas enlevé les chaussures qu'il avait déjà signées. Donc, c'était ça, il signait le contrat. Bon, bah voilà, l'art de faire un tripit selon Ataman, non? honnêtement, j'espère que ton fils n'a pas pris la gestuelle des mains, on va dire. Tataman. Au moins, s'il te fait ça, il pourra dire non, mais attends, j'ai mis Tataman, tu vois, t'inquiète. Il était prévenu. On est sur l'intersaison, je pense, la plus belle, la plus solide, la plus prestigieuse, je pense, de l'histoire de l'Euroleague par toutes les circonstances qu'on a pu connaître entre justement les clubs russes qui ouvrent un paquet de joueurs possibles et d'avoir ces écuries déjà qui étaient tout en haut
de la compétition se renforcer comme ça, mais je parlais tout à l'heure de Barcelone on pourrait enlever le premier 5 majeur et tu as quand même une équipe qui performe, bah, même constat pour Anadolu. Clyburn, comme il l'appelle le LeBron James de l'Euroleague, et à lui tout seul, il peut quasiment t'emmener en playoff en Euroleague. Et tu rajoutes Zizic, qui sort d'une saison magnifique du côté du Maccabi. Maccabi. Polonara qui va fitter complètement dans cette identité, dans ce système de jeu. Matemba est pareil. C'est incroyable. C'est rare de voir un double champion en titre. Déjà garder Misic, évidemment garder Larkin, c'était déjà preuve de qualité pour la saison à venir, mais de rajouter comme ça 4 éléments d'une solidité incroyable, c'est tellement incroyable qu'on a du mal à se dire comment ils ne peuvent pas le faire. Alors que l'année dernière, ils ont eu une saison compliquée. On se demandait ce qui se passait. Ils ont été inconstants, irréguliers tout le long de la saison. Et non, on ne sous-estime pas le cœur d'un champion. Et ils sont allés jusqu'au bout. Et là, tu te dis, en rajoutant des joueurs pareils, que faire? Parce qu'on plaignait Barcelone avec son secteur intérieur, mais quand tu as le choix entre Plyce, Zizic ou Dunston, tu as trois types de défenseurs. Ça protège le cercle quasiment tous les trois, mais sur des gammes différentes. Déjà, tu te dis, bon, voilà, ça c'est déjà une épine pour Barcelone. Derrière, tu gardes Misic, tu gardes Larkin. Alors Larkin, je crois qu'il est blessé par contre pour le début de la compétition. Ouais. Pour le début, ouais. Un peu comme Mirotic. Derrière, bon, et Ja Bryant a fait une bonne fin de saison, on va dire. Correct, Euh, ouais. mais tu rajoutes Clyburn. Et puis il y a pire comme mec pour le vestiaire, quoi. C'est pas, on sait qu'Ataman, c'est un gestionnaire d'ego, de personnalité, de joueurs comme ça à fort potentiel, à fort charisme. Et Clyburn, je pense que personne ne va le voir dans le vestiaire. Euh, Polonara Mais sur le parquet, m'avait un t'inquiète, peu hein. déçu. Comment? Sur le parquet, t'inquiète. Les adversaires, ils vont Oui, se prendre 35 points en 22 minutes, ça va leur faire tout drôle. c'est ça. Polonara m'avait un peu déçu avec le Fener. Moi aussi, Euh, ouais. Pourtant, il avait fait une bonne compète internationale. Là, il en refait une belle parce qu'il a été plutôt performant avec l'Italie dans un système de jeu vachement libre avec les tickets shoot, avec de l'énergie, avec un autre coach qui fonctionnait beaucoup à l'émotion, à l'énergie. Je me dis que là, il va se régaler avec Ataman, tu le disais tout à l'heure. Et puis Amat, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison, là, sur la compétition européenne, qui devrait avoir malgré tout une place dans la rotation. Surtout que, voilà, Oui. comme tu disais, l'Anadolu, ça va ronronner gentiment, surtout les deux premiers tiers de la saison, pour finalement faire le petit push qu'il faut pour se mettre bien en playoff. Et puis après, potentiellement, si les hommes sont en forme, ça roule sur la compète. Bah là, tu as l'avantage en fait d'avoir un roster où tu ne touches pas à Larkin, Misic, allez, on va dire Clyburn, Zizic et on va dire Polonara ou Mbaye. Et Ouais. tous les autres joueurs s'occupent uniquement du championnat turc. Puis je pense qu'on peut aussi parler de Bugran Tuncer aussi qui nous a fait Mais une sacrée mixtape en huitième face à la France. Donc voilà, c'est un effectif incroyable. J'ai du mal à trouver un justificatif pour qu'il n'y arrive pas. Ou qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Vraiment, les 4 gars qu'ils ont signés sont un fit excellent. On peut pas mieux faire. ouais, et on est aussi sur des joueurs, alors en tout cas pour Clyburn et Zic, qui sont top joueurs à leur niveau, à leur poste sur la compétition. Euh, et c'est marrant, alors on va dire encore que je tape sur Barcelone, mais sur Non. un recrutement sur lesquels on pourrait trouver des comparaisons, enfin des points identiques. Euh, ce qui me fait rager, c'est que de ce côté-là, je me dis, mais pourquoi ils vont pas rouler sur la compétition toute la saison? On a envie de les voir jouer, on a envie de voir ce groupe-là évoluer, de voir Clyburn se fondre là-dedans, de voir Ataman rigoler à changer de système défensif et de joueur intérieur toutes les 3 minutes.
pour rendre fou l'adversaire. Autant Barcelone, bah, j'attends pas grand-chose. Est-ce que j'attends presque d'être déçu? Je sais pas. Non, parce que je ne souhaite pas pour les joueurs de cet effectif-là, mais je sais pas. Le recrutement est à peu près similaire, en tout cas en termes de personnalité, de niveau de joueur. Autant ouais, j'ai l'impression que je vais être déçu par la saison de l'Anadolu. Je veux pas les voir refaire une saison comme ils ont fait la saison passée. Alors, il y a eu des blessés et tout, mais j'ai envie de les voir jouer tout de suite. J'ai envie de les voir dans le jeu de l'Euroleague et de rouler sur la compète, en fait. Ouais, je te comprends totalement. C'est donner à un enfant le jouet qu'il a attendu depuis C'est ça. 3-4 mois. Et puis, au final, tu shootes dedans au dernier moment et tu l'envoies à perpète pour pas qu'il puisse jouer avec. Ça serait horrible pour nous, fans de basketball, de ne pas avoir ce qu'on nous a proposé. C'est ce qu'on a commencé à nous appâter avec attends, mon abonnement ce week, quand même, faut qu'il passe pour, faut qu'il passe pour l'Anadolu. Donc là, ouais, vraiment, je sais même pas si on peut parler d'aveu de faiblesse si Ataman ou si l'effectif se rate. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse se rater, honnêtement. J'ai même l'impression que ça clique d'entrée. Je ne vois pas ça autrement. Et ça serait extrêmement frustrant, comme tu le dis, de pas avoir ça, en effet. Alors après, ça, il y a pas de gros départs. Donc, Krunoslav Simon, euh, Singleton? ouais, Singleton et Mo Herman, Philippe Petrousev, avec qui ça n'a pas pris pour Ataman, est Pas du parti tout. aussi. Pas du tout. Non, franchement, c'est un groupe pareil s'il est épargné par les blessures. euh, Devrait bien s'en sortir cette saison. On est comment là parce qu'ils ont l'avantage d'avoir gagné cette compétition. Donc peut-être que ça nous fait les mettre devant. Toi, là, on a ce quatuor-là, du coup, avec le Real, Milan et Barça. Comment toi, tu vois tout ça? Ouais, je t'ai dit, je les vois, les trois peuvent être premiers comme les trois peuvent être troisièmes. On ne pourra pas dire qu'ils ont performé, sous-performé. Je pense vraiment que, à la limite, je pense que Barcelone, vu qu'ils ont encore énormément à prouver, ils vont vouloir cette première place dans l'idée qu'ils vont aller loin en play-off et donc avoir cet avantage face à Anadolu, face au Real, tu vois. Je pense que Efes n'a plus rien à prouver. C'est dur, c'est très dur. On ne se rend pas compte à quel point c'est dur de faire un doublé comme ça avec le Covid en plein milieu et de revenir encore plus fort et d'avoir toujours cette fin. Quand on voit récemment le CSKA qui est parti sur un titre, où tu vois Nando De Colo et tout le monde qui s'est barré, et tu comprends que voilà, le projet s'était terminé et qu'il était temps de passer à autre chose. Et là, tu n'as pas ce sentiment-là pour Efes. Ils ont fait le doublé, Zizic et Misic double MVP. Et tu sens qu'il y en a encore sous le pied, mais on parle d'un champion en puissance qui n'a plus rien à prouver, qui peut gagner partout, avec ou sans l'avantage du terrain. Je pense que c'est le même constat pour Madrid, pour ma part. Et je pense vraiment que le, cette notion de finir premier et de s'assurer l'avantage du terrain est importante pour Barcelone plus que les deux autres. Ouais, je suis assez d'accord, en tout cas beaucoup plus que l'Anadolu. Euh, je, je me dis que Chus Mateo va vouloir quand même remettre un petit peu Madrid au milieu du basket espagnol. Euh, Ouais, mais à Parce quel que point l'année dernière ils finissent en finale complètement, avec une belle équipe qui restait tout de même bancale. Donc redorer le blason, oui, mais on n'est pas loin de la période d'une belle période du Real non plus. Mais oui, il y a toujours cette rivalité interne entre la capitale et la capitale catalane. Donc je comprends ce que tu veux dire. Ouais. donc, parce que c'est un peu la mission que nous ont confié les doyens, les Ouais. vétérans Bah ouais, de attends, la nous Team Upset. on fait le tiers des légendes, on est là, on est en place, mais C'est clair. je ne vois personne d'autre là. Ils nous ont laissés, hein. C'est clair. Comment on fait avec tout ça? Moi, je te le donne comme ça. Je pense que le cœur parle beaucoup trop par rapport à Barcelone. Mais je mets en un Madrid.
En 2, Regarde, l'Anadolu. tu me fais tellement plaisir. En 3, Milan. Et en 4, le Barça. 4 Parce le que Barça. l'Anadolu, Ouais. c'est pas la mentalité d'Ataman, tu l'as dit, tu l'as très bien expliqué. Rien à foutre de la saison régulière, parce qu'on parle bien de power ranking sur la saison régulière. Hmm. Je- je- L'Anadolu, non, mais l'effectif est tellement magnifique Ouais. et le fil de Polonara, ça va être pour moi le truc que je vais prendre grand plaisir à suivre. Euh, je les vois pas être en deçà après Milan, parce que Ettore Messina et parce que les pièces ajoutées, et parce que Kevin Pangos. Et Barcelone, ouais, peut-être parce que le cœur est moins là-bas, et pourtant Kalinic, et pourtant Vesely, et euh, pourtant plein d'autres. Ouais, moi je suis plus sur Madrid, Anadolu, Milan, Barça. T'en dis quoi? Ah, on discute, on discute. J'étais en train de me dire, et pourquoi pas Milan premier dans ma tête? Mais bon, là, je pense que notre pote Corentin, il s'est réveillé, tu vois, juste à m'entendre dire ça. Mais on est vraiment tous joués dans un mouchoir de poche. Il y a des conditions qui font que, tu vois, par exemple, on parlait de ce trio Pangos, Davis, Baron. Si ça clique d'entrée, ça peut t'emmener très loin très vite. Je vais essayer de rester quand même sur ma première pensée. Je vais laisser Barcelone devant, rongé par le besoin de tout écraser, de gagner, de se dire que ouais, on est les champions de saison régulière et puis bah pas plus. Je pense que je vais rester sur ce constat-là, même s'il y a encore énormément de choses à faire. On a déjà vu qu'ils sont capables de dérouler avec du monde qui te casse la tête. Donc Barcelone premier. Maintenant, t'as emmerdé. En fait, je pourrais dire toutes les combinaisons possibles. Donc, c'est un peu pas pris au dépourvu, tu vois, mais évidemment, de discuter avec toi, ça te fait changer d'avis parfois. Euh, je vais mettre. Putain. Je vais mettre FS en deux pour le côté fit instantané. Il y a tout qui clique, tout brille chez eux. Donc, il y a pas de raison. Clyburn est jeune, il est en forme. Misic chez eux est jeune, il est en forme. Polonara est jeune, tout le monde est en forme, tout le monde est à son prime. Clyburn a l'avantage de ne pas avoir fait l'Eurobasket, donc il devrait arriver avec du jus, tu vois, C'est pour ça. peut-être combler au manque de peps des autres, de Polonara et de Misic notamment, même si Misic est sorti très tôt dans la compétition. Donc ouais, allez, Barcelone, FS. Je vais mettre Madrid en 3 parce que je trouve que l'effectif est plus profond, plus fort que Milan. Peut-être un peu de chauvinisme pour ma deuxième ville de cœur, ma ville adoptive. Et ouais, du coup, l'Olympia en 4. Mais ouais, comme j'ai dit, on peut vraiment tout avoir. Je vais rester sur ce constat-là. Et puis, on se retrouve dans quelques mois pour se rendre compte que l'Asvel était premier. Allez. Là, celle-là, elle est notée. Elle est très J'attends cool. tout le monde. J'attends tout le monde. Nando De Colo, MVP de la saison. On lui souhaite déjà d'être au moins en 90, 60, 40, 40, 60, plutôt dans le sens. Ça sera Le déjà point pas mal. god, le point god Euh, français. c'est ça. Là, si on fait un mix entre nous deux, ça nous fait l'Anadolu en premier, le Madrid en deux, le ouais, Barça en trois et Milan en quatre. Ouais. Et je Si pense on que fait tu un vois, mix. on aurait eu, je sais pas, Olivier, Romain, Romu ou Corentin. Je pense qu'on aurait pu proposer toutes les formules possibles, vraiment, sans qu'aucun ne fasse un blasphème de là à tous avoir les yeux écarquillés. Donc, vraiment, très hâte de voir cette compétition dans le carré final. Punaise, ouais. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on n'est même pas très sûr de l'information, mais on a une nouvelle plateforme pour mater ça maintenant, cette année. On n'est plus sur Ouais, Euroleague TV, on est sur Skrik. squeak, Euh, comme le bruit du futur. Skrik. Ouais, c'est ça. Donc, merci Fedcom Media
sponsor de Monaco, qui a injecté un petit peu de monnaie là-dedans. De ce que j'ai compris, la plateforme est en ligne. On peut s'y inscrire, mais moyennant un paiement complet. Et ça, je trouve ça bizarre, alors qu'ils annoncent une remise, un League Pass à 50 balles, je crois, à peu de choses près. Mais a Ouais, ouais. priori, à partir de mercredi, on devrait pouvoir se connecter, valider tout ça. Au final, c'est juste une remasterisation de la plateforme. Ça va ressembler à peu de choses près à ça. Il y aura aussi l'Eurocup et il me semble qu'il y a d'autres trucs qui vont être rajoutés. Il va y avoir du replay. Alors, attends, j'essaie de chercher Squeak, avec les chaussures Monaco. Voilà. Diffusera plus de 450 matchs de Coupe d'Europe par saison. L'abonnement coûtera 7,99 € par mois avec 7 jours d'essai gratuits ou 69,99 € pour un pass annuel avec une offre de lancement à 49,99 € jusqu'au 31 octobre. Et aussi, ah Nananana. oui, la grosse nouveauté, c'est les matchs qui seront diffusés en clair sur certains canaux en France. Alors, on imagine, Mhm. qu'est-ce qu'on imagine en France? Ça, en clair, La, c'est un grand la- mot. La plateforme proposera chaque journée un match d'Euroleague ou une rencontre d'Eurocoupe gratuitement. Un accord de codiffusion avec une chaîne en clair pourrait être conclu les prochains jours. Et voilà, on aura une nouvelle équipe de commentateurs. On a Ali Traoré, Julie Yalap, Charles Sauvager pour le bord terrain. Et les autres rencontres, on aura Maximilien Leliard, Nils Ominus, un ancien d'Aix-Maurienne, Simon Darnozan. On aura aussi Pape Philippe Amagou et bien d'autres. Donc, une petite équipe sympathique pour des commentaires en français bien placés. J'espère aussi salés que nous sur Barcelone. Sinon, on prendra leur place très rapidement. Ça pourrait. On est au moment où on enregistre à 3 jours de la reprise. On a vu le calendrier. C'est pas très arrangeant. Tous les matchs ont été mis à peu près à la même date. C'est pas très très cool, franchement, d'avoir fait ça pour tous les fans. Parce que le 6, donc on aura l'Asvel qui reçoit Milan. Donc tout ça, c'est à 20h ou 20h05. Le Pana qui 20 heures, reçoit ouais. Madrid. Le Maccabi qui reçoit le Žalgiris Kaunas. Et ensuite à Bon, ça, c'est pas 20h30, grave. non, et Valence, le duel espagnol contre Baskonia. Et le Bayern qui reçoit le Fener. Ça, c'est pour le 6. Et le 7, pareil, entre 19h30 et 20h30, on a l'Anadolu qui reçoit Belgrade, l'Alba qui reçoit le Partizan, la Virtus qui accueille Monaco et Barcelone qui accueille l'Olympiakos. On le Comme... faisait sur les émissions. Ouais. Pour le 6, est-ce qu'il y a une affiche qui te plaît plus que d'autres? Alors évidemment, je ne peux pas louper l'Asvel et je vais avoir, je pense, double écran avec Pana Real Madrid, évidemment. Je t'avoue, je voulais te demander justement qu'est-ce que tu comptais regarder, tu vois. Je t'avoue qu'il y a quand même pas mal de petites affiches sympas. Je compte aussi y jeter un œil sur Baskonia-Valence, mais peut-être plus en replay, parce qu'on en a parlé justement avec Romain, de voir comment les deux équipes allaient faire leur entame de compétition. Très curieux. Et toi, sur le 6? Pareil sur le 6, Lasvel, clairement contre Milan. Hâte de voir cette équipe milanaise que j'ai pas trop suivie encore sur les compétitions, les coupes, là, les matchs de début de saison. Il s'est fait peur, du Euh, coup, je t'ai dit le match d'avant, là, en c'est ça. première journée. L'Asvel qui est dans le dur. C'est quoi, 2 défaites et une victoire en Oui, BetClick. c'est ça. Euh, et ouais, le Real en replay, mais je pense que je vais me concentrer sur l'Asvel et Milan parce que j'ai beaucoup d'attentes sur le Milan. On l'a vu sur le Power Ranking. Je vais me bloquer sur Milan. Et j'aurais aussi, j'ai pas eu l'occasion de faire le tiers 2 mais Bayern, Fenerbahçe, de voir comment se positionne tout 10 un petit peu les rotations et voir est-ce qu'on va pas déjà voir des petites choses cliquer. Le 7 par contre, ça va être plus compliqué. Ah, pour moi, le 7 c'est crystal clear. C'est L'Alba Monaco-Bologne. Berlin. Et l'Alba Berlin, peut-être en replay pour voir Gabriele Procida, hein. C'est ça. Non, vraiment, d'entrée, je voulais l'année dernière, j'ai passé mon temps à tweeter, je veux le Partizan et la Virtus en Euroleague. Bon, bah, mon souhait était exaucé. Et là,
J'ai pas parlé évidemment de la Virtus, j'étais pas dans la vidéo du tier 2, mais quel recrutement aussi, donc j'ai très très hâte. Il y a vraiment de belles affiches, même un petit Olympiakos-Barcelone, hein, ça se regarde avec un grand plaisir, je pense. Voilà. Damien, je te Pareil, je vais propose mettre. un truc Vas-y, très juste rapidement. le. Vas-y. Balance-moi, balance-moi ta hot take pour la saison Euroleague à venir. Ah, bon, on verra Marielle Chayoc sur le terrain d'Euroleague, bien sûr. Alors, je répète, balance-moi ta hot take Euroleague pour la saison à venir. Ah, punaise. Pris au dépourvu. Euh, Ouais, je te lâche la mienne avant que tu la dises alors, du coup, John Brown, Defensive Player of the Year. Ah, c'est marrant, celle-là, je la mettais pas dessus. Euh, hmm, c'est compliqué. J'ai envie d'y Une croire. hot tech, je les ai pas préparées, ça c'est le taf d'Olivier, ça. Olivier, Romain, qu'on salue. Ils sont au charbon, chacun de leur côté. Ouais, le Fener dans le Final Four, Ouh. Ah ouais. parce que j'hésitais, j'avais le maillot de Monaco, je voulais jouer chauvin. Il y avait le maillot du Fener qui était juste au-dessus. J'ai hésité. Ça me ferait plaisir de voir le Fener cliquer tout de suite. Il y a plein d'affinités avec plein de joueurs. Ils tout disent par-dessus. Je suis chaud bouillant pour retourner en Turquie cette année, aller les voir ou voir au Final Four, Playoff Final Four. Donc ouais, Final si Four, je ce dois mettre une hot serait. take là aujourd'hui, je mettrais le Fener dans le dernier quart. Ok. Bah, tu vois, je t'ai surpris, bah, je suis pas déçu, j'en ai eu une très belle là. J'espère que je t'ai rendu heureux avec la mienne aussi. Je crois vraiment au potentiel de John Brown, le, la visibilité que Monaco va avoir et sa capacité à défoncer son adversaire direct, à faire des matchs à 7 interceptions, 4 contre et la grinta, vraiment. On y Bon, bah, croit. je ferai mon Très fort. possible pour te ramener son maillot alors. Merci, c'est bien gentil. Parce que normalement, si tout va bien avec Coco, on sera à Paris, à Roland-Garros, pour le match et spécial à Roland-Garros. Ça va être un moment un peu différent. Mais on s'est dit qu'on allait essayer d'être sur l'événement avec Corentin et donc voir Monaco qui vient à la capitale. Et donc, John Brown est prévenu sur les réseaux. Il sait que j'en viens après son short. Donc, si j'arrive à avoir le short, je te laisserai le maillot. Ça marche, je prends. Tu recevras ton Livio Jean-Charles, c'est ce qu'a floqué. Oui, Ça mais sera toujours, tout. toujours propre. Évidemment, cela va sans dire. Je suis à l'abri, tout va bien. Merci beaucoup, Lucas. C'était cool de le faire avec toi. On Ouais, a, vrai on a, je plaisir. pense, assuré un premier tiers de qualité. Et ça y est, je pense que l'excitation est à son comble pour tenir les 3 jours avant le début de la compète. Bah ouais, et puis j'espère on leur sert tout sur un plateau d'argent. Donc n'hésitez pas aussi à jouer, hein, parce que je sais que certains vont nous dire ouais, quoi, vous mettez Olympia en quatrième, à part Corentin évidemment, mais n'hésitez pas à venir nous donner vos avis aussi, parce que ça reste un jeu très difficile, et d'autant plus quand on voit la qualité des intersaisons sur vraiment le haut de tableau. Donc dans les commentaires ou sur Twitter, quoi que ce soit, allez-y à fond. C'est clair, on risque de poster rapidement le power ranking à l'issue de ces 3 tiers, une fois qu'on aura un peu détaillé le truc avec les copains. N'hésitez pas à poster votre power ranking, vos pronostics pour tout ce qui va être Final Four, voire Playoff. On n'aura pas la mémoire courte, on y repensera au moment de la fin d'année. Et vu qu'on sera à 12 000 abonnés, on vous gardera des petits cadeaux, j'espère. Ouais, j'ai cru entendre 12 000, je croyais 120 000, mais j'ai pas le. Ça, c'est 120, le c'est décalage 120, horaire, ça. 120. Ah, en effet, il y a de ça. Je suis déjà dans le futur. Bon, allez, bonne continuation, Lucas. On te Ouais, retrouve puis sur bah, les réseaux bonne à coup Euroleague. de punchline et à très vite sur The Upset Media. Lâchez vos commentaires, lâchez vos likes, lâchez des pouces bleus, suivez-nous, parlez-nous, faites vivre ce basket européen qu'on aime tous et à très vite. Ciao. Ciao.